Eh bien, bienvenue Terry, et je déclare la séance ouverte, et je précise qu'elle est retransmise en direct. Et je fais l'appel. Donc, Aurélie Guitny, je suis présente. Nathalie Priour, présent. Stéphane Lambert, présent. Monique Dionnet, présent. Gérard Alain, présent. Christine Giraudino, présent. Roger Masson, présent. Constant Chauvet, présent. Isabelle Nicolas, présent. Catherine Lelgouache, Olivier Guillet, Nathalie Bossard, Yannick Le Bihan est absent, et son pouvoir a été donné à Stéphane Lambert. Ça marche. Laurence Renaudino, Anthony Jaunâtre, Samuel Berthelot, Thierry Ricci, David Binet, Mariette Loira, Christophe Belin, David Rimbert, Delphine Chauvet, Emmanuel Poisblanc est absent et a donné pouvoir à Thierry Ricci, Christine Chevalier, Guy-Luc Fradin, Fabienne Merceron, Frédéric Hérault est absent et a donné pouvoir à Bruno Clavier. Sandra Augiras est absente, vous avez des infos? D'accord, ok. T'as accepté le pouvoir sur le site. Ok, donc à Fabienne. Et Bruno Clavier donc est présent et a le pouvoir. Tu vas t'en sortir? Donc le quorum est atteint et il me faudrait un secrétaire de séance. S'il vous plaît. Qui serait disponible demain. Me dit-on dans l'oreillette. Roger Masson, merci Roger. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur le procès-verbal de la précédente réunion du conseil municipal en date du 17 décembre 2024 et qui vous a été transmis le 22 janvier 2025 ? 22 janvier 2025. Pas d'observation, pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions à l'adoption de ce procès-verbal ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc le procès-verbal est adopté. Donc, on va commencer par le point 1. Je vais donc passer la parole à Nathalie Priour pour le rapport et le débat d'orientation budgétaire. Excusez-moi. Conformément aux obligations qui s'appliquent aux communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal doit procéder à un débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget communal et doit établir un rapport d'orientation budgétaire. Donc, en annexe, vous avez le document. Donc, d'abord, on rappelle le planning d'élaboration. Donc, la commission finance s'est réunie le 20 janvier. Donc, nous allons étudier l'Europe ce soir. La commission finance se réunira le 11 février. Et au prochain conseil municipal, on votera le CFU, les subventions tarifs 2025, le 25 février 2025. Et la commission finance se réunira le 11 et le 18 pour travailler le budget primitif dont le vote aura lieu le 28 mars 2025. C'est bon au niveau technique? Donc, les mesures du projet de loi de finances 2025 relatives aux collectivités, donc les incertitudes liées à l'absence de la loi de finances 2025 nous incitent à maintenir une gestion particulièrement rigoureuse avec une grande prudence dans l'élaboration du budget 2025. D'une part, malgré une inflation en décélération à 1,68% au niveau national en novembre 2024 contre 3,4% au niveau national en novembre 2023, plus 5,2% en 2022, des nouvelles hausses vont impacter les prévisions budgétaires. L'augmentation au 1er janvier 2025 de 4 points du taux de cotisation employeur de la Caisse nationale des retraites des agents de la collectivité locale, donc qui va passer de 35,65% contre 31,65% en 2024. Et il faut aussi envisager une progression sur les 3 années suivantes.
le système de prévoyance applicable à l'ensemble du personnel à compter du 1er janvier 2025, le coût de l'énergie lié au contrat en cours, la DGF non revalorisée et la suppression de la FCTVA en fonctionnement, et un taux qui passe de 16,404% à 14,85% sur l'investissement. En ce qui concerne le contexte local, donc on a une population totale à 7 354 habitants. Donc c'est une population qui n'a pas beaucoup évolué, même qui a diminué. En 2024, on était 7 357. Donc le recensement nous a fait retrouver le chiffre exact de la population. Les dépenses de personnel en hausse avec l'application du régime de prévoyance à l'ensemble du personnel communal à partir du 1er janvier 2025. Donc, on a calculé approximativement un coût de 15 500 € supplémentaires. La poursuite des astreintes agents, coût pour 2024 de 7 775 €, soit 150 € par semaine en moyenne. La hausse de la cotisation CNRACL, donc de 4 points. On a estimé pour 2025 60 000 €. Puis, il y aura une augmentation en 2026 et en 2027. Et le glissement vieillissement technicité, l'évolution de carrière des agents. En plus, on aura en 2026 la mise en place de la mutuelle. L'intégration du budget annexe atelier et commerce relais dans le budget principal. L'encours de la dette qui était de 7 361 € au 31/12/2024 avec un emprunt d'1,9 million, soit 1 000 € par habitant. Il passerait à 6 959 € au 31/12/2025, soit 946 € par habitant. Ces valeurs prennent en compte les emprunts des budgets annexes intégrés, locatifs et ateliers relais, commerce relais. Le ratio de solvabilité ou de désendettement, rapport en cours de dette épargne brute, était de 7,34 années en 2024. L'extension école de musique bibliothèque coûte 2 570 000 € et n'a bénéficié que de 679 000 € de subventions. Le fin de financement aura lieu en 2025. Il y a un reste à réaliser de 472 000 €. Alors, nous avions estimé en 2023 un reste à charge de la commune à hauteur de 400 000 €. Entre les avenants et les subventions non versées, le reste à charge de la commune est de 1 491 966 €. Donc, il faut noter aussi en 2025 qu'il n'y aura pas de subvention départementale pour l'école de musique. Cette subvention s'élevait à 14 000 €. Voilà pour le contexte local. Oui, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Objectif fixé, maintenir le niveau des services publics attendus par les Pazenais, permettre la mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement réaliste en prenant en compte la priorité de l'équipe municipale, rénovation énergétique de nos bâtiments, maintenir un niveau d'épargne brute supérieur à 10%, maintenir une capacité de désendettement acceptable inférieure à 10 ans, ne pas augmenter la fiscalité, diminuer les subventions aux associations tout en maintenant un soutien essentiel à l'animation de la vie locale, augmentation des tarifs municipaux et surtout retrouver une épargne nette, indispensable. Donc ensuite, après, on vous a remis le petit tableau. Donc l'épargne brute, ça concerne notre autofinancement. Et l'épargne nette, c'est l'épargne brute moins le remboursement du capital de la dette. On va s'apercevoir un petit peu plus tard dans les prévisions que l'épargne nette est en baisse et dangereusement en baisse. Donc il est temps de redresser la barre et de trouver des solutions. Donc en ce qui concerne l'analyse pour le fonctionnement, donc les services municipaux, la bibliothèque, donc cette année il y avait 2691 lecteurs, donc on arrive à un reste à charge par lecteur de 57,58 €, donc une légère augmentation. L'école de musique, le reste à charge par élève est de 921,69 € avec 235 élèves. Restaurant scolaire,
Donc là, on est parti sur une année complète de la régie. Donc, on est à 4,71 € de reste à charge par repas. Et le coût réel d'un repas est de 8,75 €. Donc, pour le théâtre, on arrive à un reste à charge pour la commune de 79 284,21 €. Alors ensuite, on passe au personnel communal. Donc, au niveau de la mairie, donc l'équivalent de temps plein est de 12,51. Communication 1,84, ce qui correspond aussi au VTA qui était là en communication et citoyenneté. Pôle social 2,53. Police municipale 2. DST 1. Voirie 5. Espace vert 5. Bâtiment 6,78. Entretien des bâtiments 5,64, entretien sport 1,1, restauration 12,25, ADSEM 5,07, école de musique 7,84, bibliothèque 2,8, théâtre 1,11, ce qui fait un total équivalent temps plein de 72,46. Donc le coût global est de 3 470 000 €, dont la pause méridienne, 66 500 €. Le versement mobilité, 7 100, merci. Les techniciens du TMP, 38 000 € qui sont refacturés. La mise à disposition à l'aglo, 63 000, c'est refacturé aussi. Et le ménage au centre social qui inclut dans le loyer, donc c'est environ 8 000 € qui est refacturé. Et donc en recette, on a les remboursements d'arrêt de maladie, donc de 24 000 €. Le versement mobilité, c'est que depuis le mois de juillet ou c'est une année complète Je pense pas. Non, je pense que c'est depuis... Moi, je pense que c'est une année complète. Oui, c'est ça, parce que c'était déjà sur la table au vœu de l'année dernière. Donc, oui, je pense que c'est une année complète. C'est par rapport donc, au nombre de salariés. Donc, au niveau de l'évolution des charges de personnel, donc, on est passé de 3 millions en 2023 à 3 470 000 en 2024. Et en 2025, on prévoit une augmentation de 3,14 % entre la prévoyance, les 4 points du CNRACL, le vieillissement et l'évolution de carrière de nos agents. On va mettre en place un plan d'action pour gérer au mieux nos charges salariales, parce que c'est vraiment le secteur qui va nous impacter le plus. C'est là où il y a vraiment la plus forte augmentation, sachant que la mutuelle va arriver ensuite. Donc il y a un groupe de travail qui va se mettre en place pour trouver des solutions et voir où est-ce qu'on peut agir pour diminuer ou pour éviter une trop forte augmentation de nos charges en personnel. Donc ensuite, on a les fluides. Donc en 2024, donc, il y avait eu une augmentation et on espère pouvoir stabiliser nos dépenses en fluides. Pour indication, on était à 366 000 € au niveau électricité et gaz, c'est la partie orange. 46 000 € pour l'eau et l'assainissement. Et presque 37 000 € pour les carburants. Donc, en ce qui concerne les charges de gestion, donc les charges à caractère général, c'est les fluides, l'alimentation, les fournitures. Donc, on va demander un effort au niveau de tous les services pour diminuer les charges. Pour chaque budget, on leur a demandé au moins une diminution de 10%, voire plus pour certains secteurs, l'habillement 15%, fourniture, entretien moins 15%, les livres moins 15%. Au niveau de la formation, on retourne à 20 000 € de budget. L'année dernière, on était passé à 40 000 € parce qu'il y avait les astreintes, donc on était obligé de former nos agents. Donc pour cette année, on repart à 20 000 €.
En ce qui concerne les charges de gestion courante, c'est participation, les subventions au GEC, le CCAS, les subventions aux associations, les indemnités d'élus. Donc au niveau des participations, subventions au GEC, on ne peut pas avoir beaucoup d'impact. Mais par contre, au niveau des associations, on va demander un effort aussi aux associations. On va essayer de diminuer ce budget de 10% aussi. Donc au niveau de nos recettes réelles de fonctionnement, donc on s'aperçoit donc principalement les impôts et les taxes et les dotations. Donc à savoir que notre population étant stable, il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'augmentation de ce côté-là, hein, au niveau des impôts. Et les dotations même, voilà, on va être très, très pessimiste et les prévoir plutôt un petit peu à la baisse. Enfin, c'est être réaliste de toute façon. Il me manque un camembert. Au niveau des dépenses de fonctionnement, voilà. Donc on a principalement les charges de personnel, 57,1%, donc on va travailler dessus, et les charges à caractère général. Donc là aussi, on va faire le maximum pour diminuer le plus nos dépenses. Donc les recettes de gestion, donc la ligne du haut en bleu, produits de services. Donc l'augmentation est due à la restauration scolaire, hein, qui est ouverte maintenant le mercredi et les vacances entre 2023 et 2024. Et donc on prévoit une augmentation des tarifs de 5% de l'ensemble de nos tarifs. Donc c'est pour ça qu'il y a une légère augmentation. En ce qui concerne la ligne rouge, c'est les autres recettes de gestion courante. Donc c'est les revenus d'immeubles. Donc là, on a et les remboursements de sinistres, parce qu'en 2022, vous voyez qu'il y avait c'était un remboursement de sinistres en 2022. On a descendu en 2023 et ensuite on remonte en 2024 avec l'intégration du budget locatif. Et on prévoit donc une augmentation aussi avec l'intégration du budget atelier commerce relais, qu'on va voir dans le point numéro 2 tout à l'heure. Donc, au niveau des recettes réelles de fonctionnement, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, impôts et taxes, on a prévu une légère augmentation liée à l'augmentation des bases. Dotation, subvention, là, une légère baisse. Hein. On n'est pas très optimiste par rapport à ce que nous annonce l'État. L'allocation de recettes d'exploitation, c'est nos locations de salles, donc une légère augmentation. Non, c'était celle-ci. Voilà, très bien. 5% donc d'augmentation sur nos locations de salles. Et ensuite, bon, produit exceptionnel, c'est les remboursements d'assurance. Donc ça, on espère ne pas en avoir besoin, bien évidemment. Donc après, on passe à la fiscalité. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'évolution, hein, juste l'augmentation des bases et pas d'augmentation de la fiscalité. Donc taxe additionnelle, droit de mutation, c'est pareil, on n'en prévoit pas parce que le marché de l'immobilier en ce moment stagne. Donc ce qui nous intéresse beaucoup, c'est épargne brute et effet de ciseaux. Donc on s'aperçoit bien que nos dépenses réelles de fonctionnement augmentent plus que nos recettes réelles de fonctionnement. Donc là, il y a danger, il faut absolument qu'on redresse la barre pour éviter l'effet ciseau. Donc en 2027, on n'y est pas, mais ça tend vers là. Donc il faut absolument agir maintenant. Tout comme on voit bien qu'on atteint en 2027 le seuil d'alerte pour le taux d'épargne brute. Donc il faut absolument fournir des efforts maintenant. Donc ensuite, donc l'encours de la dette.
Et le tableau d'à côté, donc on a inscrit donc 0 emprunt en 2025 avec des investissements en 2026 qui nécessiteraient 680 000 euros d'emprunt et en 2027 550 000 euros. Donc on reste en dessous de la situation financière, enfin on reste en dessous du seuil des 10 ans avec soi-disant une situation financière satisfaisante, mais c'est tout relatif. Quand on regarde ensuite l'épargne nette, on s'aperçoit bien que dans le tableau suivant, que l'épargne nette diminue dangereusement. Vous voyez, sur la troisième ligne en partant du bas, donc 31, 30, 12. Donc là, il faut agir tout de suite pour nous permettre d'avoir plus d'épargne nette. Ça va être l'objectif du budget 2025. Donc la proposition de la Commission Finances, diminution des dépenses de fonctionnement, diminution des subventions, mise en place d'un groupe de travail afin d'établir un plan d'action permettant de maîtriser les dépenses de personnel, diminution des charges à caractère général. L'augmentation des recettes passe donc par l'augmentation des tarifs à 5% pour l'ensemble. L'école de musique, voilà, il y a un travail qui va se mettre en place pour savoir si c'est intéressant de faire des tarifs plus importants pour les hors communes. Les salles aussi, il y a une réflexion sur la mise en place d'un forfait ménage, de différents forfaits fois sur 2. Tout clignote. Celui-là clignote. Merci. Donc voilà, il y a des groupes, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place aussi pour travailler sur tous les forfaits qu'on pourrait mettre en place pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Évidemment, certains investissements vont être décalés de façon à ne pas avoir de recours à l'emprunt en 2025. D'ailleurs, pour nos investissements, s'il y a un mécène qui nous entend, on est preneur. Monsieur Pazan. Monsieur Pazan, oui. Donc, les investissements compris dans la projection qu'on vient de vous faire ce soir. Donc, en 2025, il y a les effacements de réseau, l'achat de terrains nus, par exemple, au niveau de la gare, il y a des petits terrains à acheter. Le cimetière, 10 000 euros. Donc, il reste des travaux dans les bâtiments scolaires, 22 390. L'extension donc de la bibliothèque, je vous l'ai dit tout à l'heure, 472 000 euros, mais il y a d'autres travaux, salle des fraîches, l'église, les bâtiments. Le marché à bon de commande, 160 000. La voirie entre les deux ronds-points, c'est-à-dire le rond-point de l'école de musique et le futur rond-point de la zone Beau Soleil, on a mis ça sur 2025-2026. Accessibilité 47 800, matériel roulant 23 300. On a décalé en 2026 l'achat d'un tracteur. Du matériel, donc là c'est autre matériel, c'est la signalétique qui a démarré. Autre installation 30 000, installation agencement, donc c'est les liaisons douces et le parcours d'interprétation. Du matériel informatique scolaire 10 000, matériel informatique téléphonique 36 130, mobilier et matériel service 42 200 et autres matériel 5 000. Donc en tout, il y a un budget d'investissement d'1 612 740 euros. La plupart des investissements sont déjà engagés. Donc au niveau du budget, des budgets annexes, donc on a le budget service public local d'électricité avec un
un solde donc des dépenses de fonctionnement de 14 224, les recettes de fonctionnement de 14 991, un résultat reporté de 19 366 euros, donc un solde pour 2024 de 20 133,66 euros. Les dépenses d'investissement de 16 714,18 euros, un résultat négatif reporté de 5 303,31, une recette d'investissement de 16 155,21, un solde négatif de 5 862,28 euros. Donc l'excédent de fonctionnement couvre le déficit d'investissement. Pour le budget atelier et commerce relais, dont on parlera tout à l'heure, donc les dépenses de fonctionnement sont de 72 201,73 euros, les recettes de fonctionnement de 88 883,52 euros, un résultat reporté de 40 490,86 euros, donc un solde pour 2024 de 57 172,65 euros. Une dépense d'investissement de 55 023,53 euros, des recettes d'investissement de 60 588,63 €, un résultat reporté de 117 013,79 euros, donc un solde 2024 de 122 578,89 euros. Donc, soldes positifs qui seront intégrés donc, en fonctionnement 57 172,65 et en investissement à 122 578,89 euros. Donc, dans nos prévisions, on a aussi prévu, en prévision la vente de la boucherie. Donc, ce budget va être intégré au budget principal en 2025. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur notre débat d'orientation budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Quand même, je t'en prie, Bruno. Ça y est, c'est bon. Vous m'entendez ? Non, une petite question, enfin, on en a parlé en commission, concernant l'investissement bibliothèque, école de musique. On espérait des subventions qui finalement ne viendront pas ou seront moins hautes que prévues. On les a bien intégrées dans les prévisions que nous présente. Tout est bien intégré, je pense. On n'a pas de surprise à avoir. On l'a déjà eu, la surprise, du coup. On les a déjà eues, il n'y en a pas d'autres à venir. Il n'y en a pas d'autres. Oui, c'est ça nous semble suffisant. Voilà, on espère des surprises positives, effectivement, comme dit Mariette. Mais là, effectivement, on arrive à la fin du financement de cet équipement. Et voilà. À la fin aussi, on sait qu'on n'aura plus de subventions. Enfin, il n'y aura plus de surprises. Là, on n'en attend plus, en tout cas. C'est clair. Ok, bon, après, comme partagé en commission finance, hein, moi je souscris. Enfin, je pense que nous souscrivons aux choix qui sont proposés ici, c'est-à-dire on n'augmente pas la fiscalité par temps de crise, donc c'est quand même, je pense que c'est quand même très bien pour tous les Pazenais. C'est l'investissement, évidemment, on le réduit à peau de chagrin, mais bon, disons qu'on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Voilà, donc je pense qu'on est quand même raisonnable et un peu courageux. Et puis, malgré tout, on maintient quand même un effort substantiel sur une activité culturelle phare de la commune, la musique. La musique, il faut quand même dire, on fait un effort, on maintient l'effort. Donc je pense que c'est bien. C'est aussi ça qui fait rayonner Sainte-Pazanne, donc on a aussi le courage de faire ça. Tout à fait. Et cette question de la musique, et si on voit effectivement dans les restes à charge, il y a aussi cette question de la restauration scolaire, hein, qui pèse quand même. Enfin voilà, parce que on a pris là juste le 4 € par repas, mais sur 94 000 repas, hein, je crois, de mémoire. Bon, voilà, c'est effectivement des choix qu'on fait d'une alimentation de qualité, cuisinée en local et accessible. Voilà. Tout à fait. Donc effectivement, on va faire au mieux avec... J'ai pas entendu, Fabien.
on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est bien de dire aussi que, enfin oui, comme tu le disais Bruno, on ne va pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, donc c'est des choix. On en parlait encore tout à l'heure sur des questions, je pense notamment au budget voirie. Hein, voilà, on va rester sur le marché à bon de commande pour avoir un entretien malgré tout, mais ça sera très limité en termes de travaux, c'est certain. Ça l'a toujours été. On rêverait, hein, on le dit bien, d'avoir effectivement plus d'argent à mettre là-dessus, mais bon. Vous avez parlé de la vente d'un bâtiment de la boucherie. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments potentiellement vendables? Oui, on travaille sur ces questions-là. On a déjà parlé de la vente de la gendarmerie, du coup. Hein, maintenant que l'école de musique va pouvoir intégrer ces beaux locaux. Donc, effectivement, on a ces pistes-là. Voilà. Parce que c'est vrai que ce que n'inclut pas le prévisionnel, c'est tous les bâtiments qu'on a en portage aussi, hein, avec l'établissement public foncier, effectivement, qu'il faut qu'on rembourse à un moment ou à un autre. Donc on espère de pouvoir contractualiser avec des promoteurs pour rentrer dans nos frais. Mais on voit bien que pour l'instant, le contexte est compliqué à ce niveau-là. Donc on n'a pas le couteau sous la gorge, on a encore un petit peu on a de la marge sur tous ces éléments-là. Mais c'est vrai que ce qu'on nous dit de plus en plus, c'est que on risque d'en être de notre poche un petit peu, quoi, hein, sur ces différents projets. Donc on travaille à minimiser cette partie de notre poche. Et pas se débarrasser, mais en tout cas à vendre effectivement les bâtiments qui peuvent l'être. Du coup, est-ce qu'il y a des... Oui, pardon. Oui. Voilà. Concernant les subventions, donc on demande 10%, c'est 10% sur le global. Il faut savoir qu'il y a des associations qui n'ont rien demandé l'année dernière, d'autres associations qui sont en difficulté, donc on ne peut pas non plus leur retirer, qui ont des petites subventions, on ne peut pas leur retirer 10% comme ça. Donc ça va être le travail de la commission jeudi prochain, de voir comment on peut agir. C'est pas si simple que ça de dire on enlève 10%. Voilà. Donc c'est une réflexion qu'on a à avoir. Sur le global, c'est possible, parce qu'il y a des associations qui nous ont demandé des subventions l'année dernière qui n'ont pas demandé cette année. On a moins de demandes en subventions exceptionnelles cette année, donc là, ça peut jouer aussi. Mais ça ne va pas être... Il ne faut pas que les gens croient que c'est 10% sur chaque association. Hein. Une association qui a 180 € de subvention, si on enlève 10%, il ne va pas lui rester grand-chose. Même si c'est peu, mais ce qu'on lui enlève, mais voilà quoi. Donc on verra jeudi. Merci de cet ajout. Effectivement, c'est bien au global et on fait confiance à la commission pour ajuster au mieux, pour, comme tu dis, pas mettre en danger des associations, mais qu'il y ait une participation à cet effort global. Est-ce qu'il y avait d'autres observations? Non. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à ce rapport d'orientation budgétaire? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ce rapport d'orientation budgétaire est adopté. Je vous en remercie et je repasse la parole à Nathalie pour ce qu'elle vient de vous évoquer, la clôture du budget annexe atelier et commerce relais pour intégration dans le budget principal. Donc, le budget annexe atelier et commerce relais a été créé le 25 mai 2010. La création de ce budget avait pour objectif de suivre la gestion des ateliers et commerces relais appartenant à la commune. Aujourd'hui, par souci de simplification, il convient de supprimer ce budget annexe spécifique ateliers et commerces relais à compter du 31 décembre 2024. Cette dissolution a pour effet, à partir du 1er janvier 2025, d'intégrer au budget principal commune l'actif, le passif et les résultats au terme des opérations de liquidation. Donc, la clôture de ce budget annexe est donc sollicitée auprès des services de la DGFiP. Donc là, sur l'écran, vous revoyez exactement la même. C'est la situation en 2024 avec un solde positif en fonctionnement de 57 172. Excusez-moi, je ne vois pas le tableau.
65 et un solde positif en investissement de 122 578,89 €, donc qui seront réintégrés au budget principal. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, on en est d'accord pour clôturer ce budget annexe. Et on passe au point 3, le droit de place du marché. Donc, comme chaque année, sur proposition de la Commission Finance, il est demandé au Conseil municipal de fixer les prix à payer par les commerçants ambulants s'installant sur le marché de Sainte-Pazanne à compter du 1er avril 2025. La revalorisation proposée par la Commission des finances est de 5%. Donc, étalage alimentaire manufacturé, le mètre carré sans électricité passerait à 2,82 €. Le mètre carré avec électricité, 2,95 €. Le forfait animation par trimestre serait toujours de 10% de leur abonnement. Tarif journalier, voiture de démonstration, acheteur, revendeur, prix au mètre carré par jour, 2,27 €. Cirque, manège, attraction, le mètre carré par jour, 1,22 €. Minimum de perception, 3,82 €. Marchand de passage, le mètre carré sans électricité, 0,57 €. Avec électricité, 0,67 €. Vous avez mis en annexe aussi justement le rapport là, de la société qui gère le marché, qui montre une bonne santé du marché qui a augmenté du coup là, depuis 2022. Enfin, depuis le post-Covid, là, c'est la meilleure année en tout cas de la société qui gère ça. Donc on a un marché dynamique dont on peut se féliciter, qui fonctionne bien dans les conditions qui sont les siennes. Est-ce qu'il y avait des questions, des observations sur ces tarifs de marché? Est-ce qu'il y a des oppositions? Oui. Passage. Alors, c'est qu'en fait, tu vois, sur tout le début, là, c'est les personnes, les marchands réguliers qui ont un abonnement, du coup, au trimestre. Et Ouais. ceux qui viennent de passage, ceux qui viennent une fois, en fait, et du coup, ils n'ont pas le tarif des abonnés, en fait, voilà. Ils sont moins chers. Non, parce que du coup, en fait, les autres, c'est l'abonnement, en fait, par trimestre. Et là, c'est sur le jour où ils viennent, en fait. D'accord. Ok. Est-ce que ça comprend les food trucks en dehors des jours de marché, des choses comme ça aussi? Ou Alors, pas on avait fait un tarif spécial sur, en tout cas, la question des vendredis de la place, dans l'appel à projet. Après, en dehors celui qui vient, par exemple, le jeudi soir? Tous ceux qui sont installés et qui vendent des choses sur le domaine public, je pense même au 13 juillet, je pense à chaque fois qu'il y a une manifestation, les food trucks ne payent pas. Enfin, Oui, tout à et fait. pourquoi on ne leur appliquerait pas le même tarif qu'au marché? Que les marchands de passage. Voilà. Mais n'importe quelle manifestation, voilà, à partir du moment où eux, ils ont une rentabilité commerciale dans ce qu'ils font, pourquoi la commune n'en bénéficierait pas? Alors, on avait mis un tarif, du coup, pour les vendredis soirs. Pour le 13 juillet, pas à ma connaissance. Non, et quand il y a des ventes aussi, je pense au 47 rue de l'Hôtel de Ville ou des choses comme ça, même si c'est des ventes, à partir du moment où il y a commerce, il doit y avoir... Après, clairement, sur le 13 juillet, ça dépanne aussi, en fait, que les food trucks viennent assurer la restauration. Oui, mais eux aussi, ça les dépanne, sinon ils ne viendraient pas. Oui, mais quand on faisait intervenir d'autres, des commerçants qui ont pignon sur rue, on leur facturait pas, du coup, un stand pour... Oui, mais eux, ils payent, ils cotisent déjà à la... ils payent quand même. Ils ont leur loyer quand ils ont leur... Voilà, ils ont leur loyer. Oui, voilà, ça c'est vrai. sur la commune. C'est quelque chose à avoir en tête. On se note pour le 13 juillet.
Donc sur le droit de place pour les commerçants réguliers, du coup, et les marchands de passage, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est validé. Et Nathalie continue encore, cette fois-ci, avec les tarifs municipaux pour le cimetière. Donc, sur proposition de la commission finances, il est demandé au conseil municipal de fixer le tarif des concessions de location de cases dans le columbarium et cavernes à compter du 1er avril 2025. La revalorisation proposée par la commission des finances est de 5% pour tous les tarifs, sauf pour la location de cases dans le columbarium dont le tarif est maintenu. Donc, concession cimetière, on propose pour une durée de 15 ans 184 €, 30 ans 373 €. Pour la location columbarium, 15 ans 836 €, 30 ans 1282 €. Donc là, les tarifs ne changent pas. Pour le caverne, 15 ans 457 €, 30 ans 618 €. Pour la plaque funéraire, tarif de vente 14 €. Voilà, c'est tout. On arrive au bout. Des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations? Est-ce qu'il y a des... Ah, Moi, je veux bien qu'on m'explique la différence entre la location du columbarium et la location des cavernes. C'est l'emplacement dans le cimetière, c'est... D'accord, ok. Et le columbarium, c'est ce qu'il y a de C'est le central, monument. là? D'accord, ok. Et du coup, d'autres questions? du coup, c'est plus cher que les concessions, c'est ça? Tu peux prendre le micro. En fait, c'est qu'il n'y a pas les travaux des marbriers ou autres qu'on peut avoir sur une concession. Nu, on va en emplacement, quoi. Ça, les travaux sont à la charge du coup des personnes pour les concessions, ce qui n'est pas le cas là. On est bon? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc les tarifs cimetières sont validés. Alors, je vais enchaîner avec la refonte du règlement intérieur du personnel. Donc, le règlement intérieur du personnel est destiné à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail au sein de la commune. Pour répondre à la nécessité de l'actualiser, un comité de pilotage constitué d'élus et d'agents s'est réuni les 21 février, 10 avril, 5 juin et 18 décembre. Les discussions ont abouti à la rédaction d'un nouveau projet de règlement intérieur. Un premier projet a été présenté aux membres représentants du personnel et des élus en séance du comité social territorial le 18 juin 2024. Le projet n'ayant été finalisé à cette date, il a de nouveau été présenté en CST le 14 janvier 2025. Donc, les principales modifications et ajustements portent sur les thématiques suivantes: le comportement professionnel, les conditions de récupération ou d'indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires, l'amplitude horaire pour les membres du CODIR, la mise en place des astreintes, les modalités de télétravail, le délai de demande des congés payés, l'utilisation du téléphone portable, les conditions de déploiement du plan communal de sauvegarde, l'interdiction de vapoter au même titre que fumer dans les locaux, véhicules et espaces sans tabac. Alors, est-ce que vous avez eu le temps d'y jeter un œil? Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Beaucoup, non, mais il y en a un petit peu, effectivement, dans les services administratifs.
Je crois qu'au maximum, c'est 2 journées par semaine. 2 journées par semaine, pas forcément de manière régulière et systématique, et qui peuvent être, voilà, s'il y a des besoins en réunion ou ce genre de choses. Là, les choses qui ont été pas mal rajoutées, c'était cette question du PCS, les astreintes qui figuraient pas dans le règlement. Il n'y en a pas eu tant que ça, non, parce qu'il y a des semaines où effectivement, il y en a pas eu besoin, donc c'est vrai que c'est une vraie question. C'est vrai que tout à l'heure, quand on a vu le coût aussi à l'année, après, on voit bien que sur certains corps de métier, en fait, trouver du dépannage en urgence, c'est une vraie problématique aussi. Donc c'est vrai qu'on est un peu entre deux eaux là, ouais. Sur quoi exact, tu peux nous donner des exemples de... Parce que ça peut être difficile, les astreintes sur certaines... Trouver, je sais pas, des plombiers du dimanche ou ce genre de choses, quoi. Du coup, c'est ce genre de choses-là, quoi. Enfin, on a besoin des agents ou, tu vois, quand les arbres qui sont voilà, tombés ou ces choses-là, tu vois. Des lagueurs d'urgence, je sais pas trop... Enfin. Mais c'est bon, c'est des questions à se poser, hein, peut-être dans le cadre là aussi du groupe de travail dont parlait Nathalie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a effectivement des sociétés qui proposent je sais pas, du dépannage H24, 7 sur 7, sur tous les corps de métier? Bon, voilà, si vous en connaissez, ça nous intéresse, mais c'est vrai que... Oui, en fait, c'est ça, quoi. C'est comme ça nous semble être une somme, mais par rapport au service rendu. Mais on a bien conscience, hein, que c'est une charge quand même pour les agents, quoi. D'autres questions, observations? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et je passe la parole à Stéphane pour la cession de parcelles par SNCF Réseau. Un vieux dossier. La commune s'est portée acquéreur de parcelles appartenant à la SNCF Réseau situées aux abords de la gare. Cette acquisition facilitera l'accès au parking existant. Les parcelles concernées sont les parcelles cadastrées section AH 315 et AH 316 d'une surface de 521 m², bien propriété de SNCF Réseau. L'acquisition est proposée au prix de 10 € le m², soit 5 210 €. Vous voyez tous où c'est ? Au prix d'acquisition, il convient d'ajouter à la charge de la commune les coûts suivants. Taxes sur valeur ajoutée, frais de réquisition de l'État, frais légaux de l'acte notarial à intervenir, frais de clôture, la pose d'une clôture de type défensif de 2 mètres de haut à la limite entre le terrain et les terrains restant appartenir au domaine public ferroviaire. De même, différentes servitudes à l'acte sont à prévoir. Interdiction de rejet d'eau vers les emprises ferroviaires, servitude de maintien, d'entretien et de reconstruction à l'identique d'une clôture rigide de 2 mètres de haut pour les propriétés situées en limite du domaine public ferroviaire. Interdiction d'arbres à haute tige. En fin de compte, pour résumer assez rapidement, ce bâtiment-là, il avait été identifié quand il y avait eu la construction du foyer des jeunes travailleurs. En fin de compte, le camion poubelle qui devait pouvoir venir chercher les poubelles au pied des bâtiments, on avait eu un refus de la part de l'agglo parce qu'elle n'était pas considérée comme dans le gabarit routier. Et donc, s'était posé la question à ce moment-là de ce bâtiment-là, et c'est là qu'on avait pris contact avec la SNCF qui disait qu'ils voulaient se déplacer et qu'ils allaient nous céder ce bâtiment. Voilà. À savoir que le bâtiment, il a une toiture amiantée qui reste à notre charge en dépollution. Voilà. J'ai tout dit. Alors, je ne sais pas si ça a été budgété
récemment, mais c'est vrai que c'est un dossier qui traîne depuis longtemps. On voit bien que ça va permettre d'avoir un accès à la gare qui soit plus fluide à la partie arrière du terrain, mais c'est vrai que voilà, la SNCF nous fait pas de cadeau, quoi. Il faut acheter ce bâtiment et il faudra qu'on le désamiante, quoi. Donc c'est bon. Voilà. Et du coup, la clôture, elle va à faire où, en fait? On est sur l'extérieur de la zone rouge, on va plus loin. Il y a une partie qui va être démontée pour gagner de la place sur l'accès des nouveaux bâtiments. Ouais. C'est quoi qu'on va faire à la place, quoi? C'est clôture, mais enfin, la configuration du site fait qu'il n'y a pas de clôture, sauf peut-être en limite des parkings, mais je crois même pas. Hein. Elle a déjà été faite, c'était dans les parkings. C'est sur la partie nord, le long de la voie ferrée, qu'il y avait une clôture qui avait été faite quand on avait récupéré une partie du parking supplémentaire. Mais à cet endroit-là, pour moi, il n'y a pas de clôture à remettre en place. Ce bâtiment-là, il va être démoli. Et il va être démoli, ouais. De toute manière, il n'est pas valorisable. Il gêne et puis ça va permettre d'ouvrir un peu le parking de l'accès de la rue du Général de Gaulle. Après, de mon point de vue, on peut quand même que déplorer que la SNCF nous vende ce bâtiment, que la déconstruction soit à nos frais pour fluidifier l'accès au parking de la SNCF qu'on a déjà aménagé. C'est quand même un peu... Et il y a longtemps que la mairie a demandé à acheter Oui, j'entends. récupérer ce bâtiment pour l'accès dès qu'on fait déjà la première partie du parking. Oui, j'entends. Après, moi, ce qui me pose question, encore une fois, c'est toujours les aménagements qu'on fait, alors certes au service de nos habitants, mais aussi des clients de la SNCF, en fait. Bon. Les trains fonctionnent quand il fait pas trop froid, qu'il n'y a pas trop de pluie et pas trop de vent. Bon. Et pas trop chaud. Après, à juste titre, ils auraient pu refuser et garder, et on aurait bien été ennuyé pour accéder à ce parking. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que, du coup, les camions de répurgation, tout ça, se sont organisés, tout ça, c'est possible. Après, il faut effectivement se projeter à l'aménagement du coup de la friche de la gare, où si l'idée c'est d'avoir une double sortie, bon, ça sera quand même plus confortable. Voilà, le pôle d'échange multimodal, pour l'instant, on fait pas forcément état de car, mais c'est pareil, c'est tous ces éléments qui passent pas forcément aujourd'hui, mais demain peut-être. Puis vous voyez la rapidité, je ne sais pas quand a commencé le dossier, mais faut un petit peu anticiper avec la SNCF du coup pour être prêt. Est-ce qu'il y a donc des oppositions à l'achat de ce bâtiment? Des abstentions? Je vous remercie. Tu avais le droit de voter contre, hein, Nathalie. Et donc je vais passer le micro à Monique. Donc là, on va renouveler la convention de mise en fourrière des véhicules. Selon le décret du 6 septembre 2005, officialise les opérations d'enlèvement des véhicules. Les collectivités doivent faire appel à des entreprises spécialisées et agréées. La société Benoît Transdep, 6 au 4 avenue des Berthaudières à Sainte-Pazanne, agréée par la préfecture, propose les services adaptés à la gestion de l'enlèvement des véhicules. Il s'agit ici de renouveler la convention précédente, arrivée à son terme en avril 2024. Cette convention entre la commune de Sainte-Pazanne et la société Benoît Transdep, prévue pour une année renouvelable 3 ans, a pour but de fixer les conditions d'enlèvement, de gardiennage, de rétrocession et éventuellement de destruction des véhicules en infraction avec le code de la route, stationnement de plus de 7 jours, stationnement entravant la circulation, stationnement gênant, l'organisation d'une manifestation véhicule en voie d'épavisation et en infraction avec le code de l'environnement. Il est proposé d'autoriser Madame la maire à signer la convention de mise en fourrière des véhicules entre la commune de Sainte-Pazanne et la société Benoît Transdep.
C'est ce qui existe déjà. Je disais juste que c'était une convention qui avait déjà cours actuellement et donc qui arrive à son terme, qu'il s'agit de renouveler. Ils viennent nous chercher voilà, les véhicules qui sont sur le marché ou ce genre de choses, qui restent stationnés plusieurs mois sur le parking de l'école. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette convention ? Qu'une. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, défense de la commune. Ah oui, ça c'est une petite information. Donc il y avait, enfin je ne sais pas si vous savez en tête que donc il y avait une attaque contre le PLU qui a été jugée en octobre, en novembre, et il y a donc un appel qui a été fait. Donc défense de la commune en cour administrative d'appel de Nantes pour l'affaire 24 NT 03458. Donc la requête des consorts Courtois contre le jugement numéro 2010-715 du 11 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 janvier 2020, par laquelle le conseil municipal de Sainte-Pazanne a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération. Donc on attend la suite. Voilà, c'était une information, c'est ça. Et donc on passe au droit de préemption urbain. Denis est déjà prêt. Alors nous avons les parcelles, donc 340 et 342 à la gauche. La parcelle 275 au 10 terre, place du 18 juin 1940. D'accord, c'est des arrières, ok, derrière la place de Ré. C'est bon. La parcelle 86, donc au 12 rue du Grand Champ. Et la parcelle 10 au 7 rue Sainte-Anne. Ok. Donc dans les questions d'hiver, est-ce qu'il y a des questions d'hiver ? Pas tout de suite. Donc dans les infos pratiques, on vous partage du coup des informations, des flyers qui ont été transmis aux commerçants, notamment de la place de Ré. On avait été sollicité là, sur la question des arrêts minutes et de la zone bleue. Donc la zone bleue, elle a cours tous les jours, sauf dimanche et jours fériés, de 9h à 19h. Donc, c'est-à-dire même entre midi et 14h, sachant que la zone bleue, donc, c'est une durée d'1h30. Et un petit rappel aussi, sur les arrêts minutes, on est censé mettre son disque. Le disque bleu est obligatoire. Donc c'est un rappel à tous. Et aussi ce petit rappel de civisme sur la question des trottoirs. Oui. L'arrêt minute, en fait, il fait partie, c'est une déclinaison de la zone bleue. Donc, il obéit aux mêmes règles que la zone bleue. Sous-entend que nos boulangeries ont du temps d'attente. C'est ça, je suis assez d'accord que quand il y a la queue, généralement les arrêts minutes ne sont pas forcément dispo. Donc voilà, donc ça c'est pour rappeler aussi qu'il y a, on avait comptabilisé plus de 300 places à 200 mètres de la place de Ré. Donc bon, n'hésitez pas à faire un peu de marche, si vous le pouvez. Dans les agendas, alors il y a une grosse activité à la bibliothèque avec donc différents ateliers. Donc un atelier là pendant les vacances, des activités sur place ou à emporter, un atelier créatif le mardi 11 février et une expo photo Regard sur le Népal du 21 janvier au 12 mars.
l'occasion d'aller voir la nouvelle salle d'activité si vous n'avez encore pas eu l'occasion. Au TMP, du coup, Nishike Trio le mercredi 12 février, avec donc un atelier de freestyle, de foot freestyle le matin, en lien avec la Maison des Jeunes. Oui, c'est bon. Marie, tu as rajouté quelque chose? Oui, le foot freestyle, il y aura une démonstration de foot freestyle en première partie, puis le spectacle Nishike Trio, voilà, et donc l'atelier de foot freestyle en lien avec la Maison de Jeunes pour pouvoir s'inscrire. D'accord. Nishike Trio, c'est un spectacle de danse, un duo. C'est pour tous les âges, donc les enfants, mais aussi les adultes. Et c'est le mercredi après-midi, pendant les vacances. Ok. Et donc la slide d'après, c'était sur le carnaval, je crois avoir vu. Donc c'était une proposition du conseil municipal des enfants qui réclamait depuis 2 ans de faire une animation donc pour les enfants, un carnaval avec un défilé pour les enfants. Donc ça y est, Nathalie et Monique et Laurence ont accédé à leur demande. Donc un défilé costumé. Vous êtes toutes et tous invités. Je vais vous voir déguisés. Le dimanche 2 mars, rendez-vous donc place de Ré à 14h. Donc un défilé qui part donc de la place de Ré pour arriver jusqu'à la salle Escale, sans confetti, mais avec bulles de savon. Et un goûter qui sera offert aux enfants par le CME. Le défilé sera accompagné par la Batucada de l'école de musique. Et voilà, c'est une co-organisation avec la maison citoyenne qui accueillera là-bas aussi. Et les enfants restent sous la responsabilité des parents. Tout à fait. Et un petit rappel, pensez bien quand vous êtes destinataire d'un pouvoir à l'accepter sur l'application dédiée. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je clôt la séance. Merci à tous.